Nous sommes là pour parler sport, bien sûr, dans l'émission Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Nous avons aujourd'hui deux grandes thématiques. Nous nous intéressons d'abord au rugby ou à la balle ovale qui se conjugue au féminin avec la Rugby Africa Cup féminine qui s'est déroulée à Abidjan, Côte d'Ivoire. On parle du rugby à 15 chez les dames. Nous en parlons dans cette émission, bien sûr, en début. Nous évoquons également l'actu de la D2 avec, bien sûr, les résultats de la J9. Et on enchaîne également avec la J19 au niveau de la première division avec les enseignements à retenir pour cette nouvelle journée dans cette émission. Voilà pour le menu. Nous espérons que oui, vous allez également bien vous régaler en notre compagnie. Tout de suite, la première fenêtre, nous restons toujours dans l'actu nationale. On se retrouve dans quelques petites secondes. Nous évoquons bien sûr l'actu sportive et vous connaissez bien le rendez-vous, les lundis à 12h30 et bien sûr les samedis également à partir de midi. Nous sommes là, Etchevi Tengue, merci d'être là. Bonjour à vous, comment vous portez-vous? Bonjour Angelo, je me porte très bien. Bonjour également à tous les passionnés de cette émission. Merci d'être là en plateau avec nous. Au plaisir. Toujours partager le bon plaisir. Nous avons également avec nous Mahawiya Urokumoni, qui est le président de l'association Terre en Mêlée Togo. Bonjour. Comment portez-vous? Bonjour cher Angelo, je vais très bien. Nous sommes heureux de vous avoir. Tout le plaisir est pour moi. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année dernière, en 2024. Et en 2025, on ne s'est pas encore vu. Tout à fait. Voilà. Et nous sommes avec vous pour parler beaucoup plus de rugby. Etchavi, ça vous dit quelque chose quand on parle de rugby? Bien évidemment. Je me rappelle quand on était ensemble pour ce projet par rapport à l'élection au niveau de la fédération. Oui. Le rugby, c'est beaucoup plus de physique. Et surtout de la technique. Absolument. Pour ne pas trop aller vers la psychologie et le mental. Oui. Parce que ça cogne. Ça vous fait pas peur? Ça fait peur. Ça fait peur. Oui. Mais quand on prend le temps de vous expliquer, oui, le rugby c'est un sport soft et les dames aussi le pratiquent. Bien sûr, pour parler de cette discipline-là ou de cette compétition qu'est la Rugby Africa Cup féminine qui s'est déroulée à San Pedro et non à Abidjan. Vous y étiez, bien sûr, avec quelle casquette déjà? J'étais à San Pedro, donc en tant qu'assistant à l'organisation de cette belle compétition. Belle expérience pour vous? Oui, belle expérience, c'était une première. C'était l'occasion pour moi en immersion de vivre une compétition de haut niveau, donc de rugby à 15 chez les dames. J'ai pu frotter avec les équipes, j'ai pu frotter aussi avec les officiels, donc les organisations du tournoi, les membres de la Fédération ivoirienne de rugby. Et ensemble, nous avons pu contribuer à faire de cet événement un bel événement. On dit souvent, quand on sort, on apprend beaucoup, vous confirmez? Oui, tout à fait, on apprend beaucoup. Et même si on ne joue plus, on a parfois des fourmis dans les pieds quand on voit la jeune génération qui a pris le relève, surtout quand on voit les femmes. Oui. Les femmes, les jeunes filles dérouler la balle ovale avec passion, avec engagement et détermination. Voilà, on est quelque part très fier de faire partie de cette famille de rugby. Il est vrai qu'au niveau de Terre en Mêlée Togo, vous avez les deux registres que vous mettez souvent en compétition, et également au niveau pédagogique, puisque vous êtes également dans l'éducation et la formation. On va parler de la Rugby Africa Cup féminine, qui émane en tout cas de l'instance internationale de rugby, voilà, si on peut le dire ainsi. La balle ovale qui était à l'honneur à Abidjan, comment est-ce que vous avez perçu justement l'organisation d'une telle compétition réservée aux femmes et qui plus est encore en Afrique de l'Ouest? Disons que je ne suis pas de la fédération ivoirienne, mais j'ai pu comprendre que c'était un honneur pour cette fédération-là d'habiter cette compétition, oui. Parce que c'est une compétition de très haut niveau. Donc c'est de la division 1 du rugby féminin. Et nous qui étions invités à prendre part à l'organisation, on a pris un réel plaisir à contribuer dans l'organisation et aussi à profiter du spectacle qui était proposé. Parce que il y avait des arbitres de haut niveau qui étaient là pour officier. Oui. Autour de cette compétition, il y avait eu aussi des formations auxquelles j'ai même pu participer parce que on a formé des médecins, on a formé aussi des commissaires au match. Oui. Et j'ai pu participer à cette formation de haut niveau, étant donné qu'il y avait de la pratique. Donc on a pu jouer la théorie à la pratique. Oui. Donc c'était quand même une belle opportunité pour moi, oui, d'apprentissage, de rencontre aussi. Ah oui.
voilà, justement, pas du rugby réservé aux femmes. Vous avez parlé tout à l'heure de la peur que vous avez quand vous voyez le jeu de rugby à la télé. Vous l'avez également vu voilà, être pratiqué par nos jeunes et puis en même temps les seniors. Mais là, on parle d'une compétition réservée rien qu'aux dames. C'est une percée, on pourra dire une avancée au niveau de l'Afrique? Bien évidemment, une avancée qui aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de développement de la discipline et surtout au niveau des dames. Aujourd'hui, quand on prend l'Afrique, quand on se réfère un tout petit peu à la pratique des autres disciplines au niveau des dames, c'est pas trop tout à fait le même niveau quand on veut comparer un peu au niveau des hommes aussi. Mais bon, pour le rugby aujourd'hui, dans la redynamisation, je me dis, les femmes ont également leur part de responsabilité. Oui. Et c'est une discipline qui regorge beaucoup de choses qui vont dans l'intérêt, dans l'avantage de ces femmes-là. Donc si nous arrivons là, avec les dames qui s'adonnent à cette discipline en tant que passionnés, on ne peut que louer ce travail-là que font ces responsables des fédérations en Afrique. Vivement que nos dames puissent savoir aussi que voilà, il n'y a pas que le football, il n'y a pas que l'athlétisme. Le rugby, c'est comme toute autre discipline où on peut s'adonner à cela pour en profiter et surtout se faire plaisir. Parce que quand on est sportif, la première des choses, c'est de se faire plaisir. Et viendront quand même d'autres choses qui doivent s'ajouter. Donc pour moi, c'est extraordinaire de retrouver quand même ces dames sur la pelouse avec la balle ovale. Et ce sera vraiment... C'est du spectacle hein, quand vous assistez à ces matchs-là. Donc c'est comme on a l'impression que c'est la première fois qu'on découvre cela. Oui. Et ça fait beau, c'est beau à voir. Ça suscite de la curiosité. De la curiosité, dire que voilà, comment est-ce qu'elles arrivent à faire cela? Voilà, est-ce que c'est possible? Quand on sait que voilà, c'est beaucoup plus réservé aux hommes. Pour moi, c'est vraiment spectaculaire. Ça fait casser les codes, hein, parce qu'on rappelle que la compétition de la Rugby Africa Cup féminine s'est déroulée du 9 au 20 avril dernier. C'était à San Pedro, la cité balnéaire du côté de la Côte d'Ivoire. On reste avec vous pour parler toujours de cette compétition-là. Vous y étiez en même temps en tant qu'assistant, vous regardiez un peu, vous avez travaillé avec beaucoup de gens, théorie, pratique. Maintenant, si on se transpose sur le terrain, vous avez vu un niveau intéressant pour ce que vous avez constaté dans la compétition? Oui, franchement, le niveau était très haut. Toi, comparé à ce que moi j'ai l'habitude de voir, chez moi ici au Togo ou dans des compétitions de rugby féminin où le Togo a pu participer, c'était de très haut niveau. C'était de très haut niveau en ce sens où vous avez des filles qui jouent, à un moment donné, vous êtes surpris de vous rendre compte qu'en fait c'est un tournoi féminin. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. C'était de très haut niveau. Oui. Le niveau technique, le niveau de compréhension de jeu, l'engagement, le physique des athlètes. Ah bon? Ah ouais, les femmes qui se cognent, hein, ah ouais, c'était vraiment... Enfin, qu'elles se cognent, je ne saurais pas le dire. Non, pas du tout. Par contre, des femmes très engagées, oui, très engagées physiquement, athlétiquement, des femmes qui galopent, qui vont vite, oui, qui te font des pas sur 30-40 mètres, wow, et qui te font des cadrages de bordement. C'est des choses que, bon, souvent, on a grossièrement envie de dire, ça c'est les hommes qui peuvent faire ça. Bon. Mais c'était pas les hommes, quoi, c'était les femmes. Et elle allait si vite que les arbitres, qu'ils soient hommes ou femmes, on le voit qu'il fallait se mettre beaucoup pour être à la hauteur du jeu. Donc en tout cas c'était très intéressant et je pense que nous autres, en tout cas beaucoup de fédérations en Afrique travaillent pour se mettre à niveau, mais il y a beaucoup de boulot. Quand je vois le niveau donc, de l'équipe qui a gagné l'Ouganda, le niveau de la Tunisie ou du Zimbabwe, et que je vois le niveau de la Côte d'Ivoire qui a été un peu malmené par ces autres pays, je me dis, bon, nous, on en est où? Parce que c'est vraiment un fossé. Voilà. N'est-ce pas? On va parler justement de ces pays que vous venez de citer, la Tunisie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe. Aujourd'hui, avec votre constat, votre œil de technicien, d'encadreur, vous constatez qu'il y a du travail qui se fait là-bas. Ces pays ont pris de l'avance? Oui, je pense que quand je regarde l'équipe d'Ouganda jouer, j'ai vu les filles de l'Ouganda à 7 jouer lors des Jeux africains. Oui. Même lors de la Coupe d'Accra au Ghana, lors de la Coupe d'Afrique, j'ai vu le Zimbabwe jouer, j'ai vu la Tunisie jouer, j'ai vu la Côte d'Ivoire jouer. Le constat est simple. Je pense que c'est des équipes qui travaillent dans la constance. Et quand on voit ces jeunes filles, ce qui frappe aux yeux, c'est qu'elles connaissent le jeu, elles comprennent le rugby. Elles ont une intelligence de jeu qui pousse à comprendre qu'effectivement, elles ont fait leur classe depuis le début assez tôt et elles ont travaillé dans la durée.
Voilà, parce que si on ne travaille pas dans la durée, on ne peut pas battre une équipe. Non, on ne peut pas. Et quand on voit ces filles jouer avec le niveau, la qualité de jeu, en tout cas qu'elles ont pu produire, on voit vraiment qu'il y a un travail qui se fait dans la durée et que voilà, le rugby féminin est structuré. Et aussi structuré que chez les hommes dans ces pays-là. Parce que quand vous allez en Ouganda, le rugby c'est vraiment une passion pour la plupart des Ougandais. Et les compétitions se jouent sur des terrains, des clubs, et c'est des terrains privés, ce n'est pas des terrains conçus par l'État. Mais il suffit de voir les installations pour comprendre qu'effectivement, ce n'est pas un passe-temps pour les Ougandais, c'est vraiment une discipline à part entière. Il y a plus de gens qui jouent au rugby. Quand ils viennent au match de rugby, ils payent pour entrer. C'est pratiquement professionnel. Oui, ils payent pour entrer au stade. Donc, c'est pas du même niveau. Donc ça, c'est quand même un travail de longue haleine. Et c'est un travail comment dirais-je, c'est un travail qui est fait sur du long terme. Et il y a forcément un parcours où les jeunes, quand ils viennent tout de suite, ils vont faire jusqu'à devenir seniors. Donc il y a un projet de développement du joueur qui est forcément élaboré à ce niveau-là. Et c'est la seule chose que toutes les fédérations qui veulent en tout cas progresser, développer les filières qui soient féminins, masculins ou même arbitres doivent adopter. Vous le dites bien, en parlant de fédération, mon cher Ikevi Tengue, quand on prend ces pays-là, la Tunisie, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, quand on voit également la géopolitique, c'est-à-dire le positionnement géographique de ces pays, on sent que ces fédérations, au-delà que le rugby soit un sport entre guillemets occidental, c'est également prôné par les fédérations en Afrique et mise en avant. Bien évidemment. Et quand on prend ces pays aujourd'hui avec les 4 nations où l'Ouganda est sacré champion, cela montre à suffisance que voilà, il y a un travail qui est bien fait et où ce travail-là se base sur la formation. On parle des dames. Les dames ne se lèvent pas comme cela pour pratiquer le rugby. Il y a une formation, un suivi, surtout un cadre bien approprié pour pouvoir permettre à ces dames-là de bien s'exprimer. Donc, dès le bas âge, assurément. Dès le bas âge. Toute discipline où si vous voulez aller gagner, avoir des résultats, il faut une formation à la base. De 15 ans à 16 ans, à 17 ans, à 20 ans. Et avoir le cadre senior. C'est là où il faut aller chercher les trophées. On ne va pas tout de suite dire que voilà, c'est le rugby, amenez-nous les dames. Bon, allez les chercher quelque part, on va former une équipe. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Donc ces pays-là aujourd'hui ont pris tellement de l'avance sur nous par rapport au Togo, je dis bien sûr. Donc c'est un accompagnement d'abord avec l'État qui les accompagne, parce qu'il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le basketball. Le rugby aussi peut apporter ce développement-là au niveau des pays. Donc ils ont compris et ils se sont levés très tôt. Aujourd'hui, on a cette chance-là de voir M. Ourokomoni qui est allé apprendre, voir tout ce qui se passe. Maintenant, c'est à la fédération de l'approcher, d'échanger avec lui pour pouvoir retrouver ce qu'il faut aujourd'hui pour apporter ce plus-là au rugby togolais. Donc, nous, on peut se dire que voilà, ces pays-là nous ont dévancés, mais si on s'y met vraiment avec la volonté et surtout les moyens de bord, on peut y arriver. On peut y arriver. On va parler justement de cette compétition. Vous avez parlé d'un niveau très élevé. Quand vous avez constaté les présences des différents présidents de fédération, ou soit ceux qui font partie justement de ces bureaux-là, vous sentez que pour eux, il faut donner vraiment un coup de boost à ce rugby, et rugby à 15, on ne parle pas de rugby à 7, mais à 15 surtout. Bon, toujours est-il que tout résultat résulte d'un travail bien fait et bien structuré. Bien et pour ce faire, il faut des hommes engagés, déterminés à faire évoluer les choses. Donc c'est d'abord un engagement que chaque acteur qui est dans une fédération ou dans un club prend quand il est au devant de faire avancer les choses. Donc cela demande du travail, de la réflexion, de la planification, de recherche de partenaires, dont l'État doit être le principal, parce que ces pays-là, quand vous parlez avec les gens, vous sentez vraiment que l'État, il est au centre des affaires là-bas. C'est l'État qui finance. C'est quand l'État finance, accompagne, que les structures privées aussi suivent. Et donc, c'est un travail qui est fait avec ces acteurs clés-là. Parce que la différence même, là où c'est encore complexe, quand on parle du sport féminin ou du rugby féminin, au rugby féminin, il y a encore plus d'exigences en termes d'accompagnement du joueur, soins de joueur, ce qu'on appelle aujourd'hui player welfare. Et au niveau de World Rugby, de Rugby Afrique, ça fait partie aujourd'hui d'un outil
indispensable pour accompagner le développement des joueurs. Et quand vous avez affaire avec des filles, si vous ne mettez pas en place un programme de bien-être de joueurs, de joueuses pour les accompagner, vous n'aurez pas les filles parce que les filles ont des besoins plus complexes que les garçons. Moi, j'ai vu les exigences dans le cahier de charge pour les organisateurs, c'est que là où les filles doivent être logées, là où elles se douchent, leur chambre, il y a une exigence d'entretien qu'il faut faire dans les toilettes, dans les ci, dans les ça, pour qu'elles restent en bonne santé, parce que c'est des filles, elles ne peuvent pas choper des microbes, machin et tout. Il y a un niveau d'exigence que moi, j'ai jamais vu quand nous, on allait jouer. Et ce qui fait que les fédérations qui veulent développer cette filière féminine doivent savoir qu'ils ont du pain sur la planche. Il faut que tous les acteurs autour des équipes féminines ou des projets de rugby féminin soient instruits là-dessus. C'est beaucoup exigeant. Et le rugby féminin, moi, j'avais envie de dire, mais il est très stylé quand tu les vois jouer. Quand elles comprennent le jeu, elles sont athlétiques, c'est très spectaculaire. Parce que les filles ne sont pas assez bourrines comme les garçons. Les garçons peuvent être bourrins, ils vont parfois sans réfléchir au contact. Mais les filles, là, tu sens, c'est très subtil quand elles jouent et c'est très beau à voir. C'est du travail. On a fait cette compétition, franchement, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de blessés majeurs. Et pourtant, il y avait beaucoup d'engagement physique. Des mêlées qui se poussaient, des molles qui se formaient, des rocs. Mais on ne peut pas comparer avec des matchs de garçons où les gens vont vouloir se faire mal forcément. Tu vois? Donc c'est assez délicat. Et il faut que tous les acteurs autour du rugby féminin comprennent ça. On entraîne les filles pour qu'elles apprennent à jouer en se protégeant aussi. Parce que si les filles jouent et qu'il y a du son partout, machin, ben les autres ne vont pas venir. Pas du tout. Bien sûr. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'exigences autour. Et les présidents de fédération qui sont engagés dans le développement du rugby féminin, ils ont du boulot, moi je les encourage. Et en tant que technicien, ce que j'ai pu observer, c'est vraiment les accompagner à comprendre les enjeux autour des filles, de la fille et de la fille qui fait le rugby. Voilà. Et surtout que cette discipline, en tout cas le rugby à 7 se retrouve aux Jeux Olympiques, en croisant les doigts pour que les prochaines fois aussi... oui, voilà. le rugby à 7, c'est ce que toutes les fédérations en Afrique disent, c'est cette opportunité-là que les fédérations en Afrique ont pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, à des compétitions majeures de rugby. Parce qu'à 7, c'est moins d'athlètes. Donc, le budget, il est relativement bas comparé à 15. Et aussi, vous pouvez trouver des bons profils qui viennent de l'athlétisme. Tu vois, il y a des athlètes, il y en a qui font de l'athlétisme, c'est pas du fond, du demi-fond ou de la vitesse, qui parfois n'atteignent pas le minimum pour être qualifiés dans des compétitions d'athlétisme. Et ça, c'est des belles prises. Si on arrive à les amener au rugby, on les transpose on les montre comment manier la balle, comment se déplacer. C'est bénéfique. C'est une clé. Et c'est un secret que beaucoup de fédérations ne maîtrisent pas. Mais c'est une clé. Alors, on voudrait également échanger avec vous sur le constat. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle du rugby féminin sur le continent, est-ce qu'on parle, on peut être, aujourd'hui, on peut bomber le torse que c'est une progression ou il n'y a pas de progression? Non, pour moi, il y a une grosse progression. Il y a des indicateurs. La Côte d'Ivoire a fini dernière lors du tournoi. Ceux qui ne connaissent pas peut-être l'histoire du rugby féminin, et en Côte d'Ivoire diront que c'est pas bon. Moi, je me rappelle, on sortait du camp, on a été logés dans les villages Cannes. On a été logés dans les villages Cannes, de très belles infrastructures, avec des agents de sécurité. Et vu que moi, j'étais tout le temps avec les entraîneurs ivoiriens et tout, ils m'ont assimilé à un entraîneur ivoirien. Donc, ils m'ont dit, quand on partait au terrain, monsieur, si vous ne gagnez pas aujourd'hui, vous ne rentrez pas, on n'ouvre pas la porte pour vous. Il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est pas vous l'entraîneur de la Côte d'Ivoire? Il dit, non, c'est pas moi. Il dit, c'est un tel. Et j'ai dit, non, c'est pas moi, c'est un tel. Parce que pour eux, perdre 46-7, ah oui, c'est... voyez-vous, mais pour moi, je sais que c'est pas... Il y a eu une grosse progression. Parce que la dernière fois que la Côte d'Ivoire a participé, je ne te donne pas les entraîneurs et les joueurs, les joueuses, mais la dernière fois qu'ils ont participé à la Coupe d'Afrique de rugby à 15 à Tunis, je pense que ça fait 3 ans, et on les avait battus 83-0. Oh là là. Et là, elles ont progressé. Voilà. Elles ont progressé et elles n'ont pas concédé de tels scores sur ce tournoi. Donc il y a eu une grosse progression. Tout à fait. Il y a une grosse progression. Et je pense que l'Ouganda, ça ne choque personne qu'elles soient meilleures, parce que ça fait longtemps qu'ils y travaillent. La Tunisie, pareil. Le Zimbabwe, pareil.
Mais au-delà de ces équipes, il y a le Madagascar, Oui. il y a l'Afrique du Sud. Voilà. C'est des sérieux candidats pour la Coupe du monde de rugby féminin. Et au niveau du rugby à 7, les filles de Madagascar ont participé à la World Series. Les garçons ont participé au Challenge la dernière fois. Donc il y a quand même de belles équipes en Afrique qui aujourd'hui sont en train de travailler pour aller en Coupe du Monde et nous ramener des choses. Donc je pense que beaucoup de fédérations y travaillent. Et nous, au Togo, en 2009, déjà, on avait commencé le projet de rugby féminin. Et c'était quand même une belle aventure pour nous parce que pour une première, on est parti sur 8 nations, on a fini 5e. Peut-être que si le travail avait pu être continuel avec les appuis de l'État soutenu et tout, aujourd'hui on aurait peut-être une très bonne équipe aussi pour pouvoir rivaliser. Mais c'est pas tard. Voilà, c'est pas tard. On sait ce qu'il faut faire, il faut juste se décider. Exactement. Justement, vous tendez si très très bien la perche. La question c'est de savoir à quand la participation du Togo à un tel événement continental. C'est quoi, dans 3 ans, dans 5 ans? Bon, je ne suis pas la personne la mieux placée pour le dire, je ne suis pas très indiqué, mais je peux, en tant que technicien, faire une analyse. Bien sûr. Vous savez, au rugby, pour être... Chaque année, il y a les calendriers des compétitions qui sortent. Il y a un ranking. Et en fonction du ranking, vous pouvez peut-être dans 1 an ou dans 2 ans participer. Chaque année, nous avons nos plans d'action qui sont soumis à Rugby Afrique, qui est supervisé par les officiels de développement régionaux qui sont aussi des officiels de Rugby Afrique et de World Rugby. Quand ils valident votre plan, vous dites, nous, on va faire ça. Filière filles, garçons, école de rugby, rugby scolaire et tout. Donc, quand vous vous engagez à faire ça, ils vous accompagnent. À l'heure du bilan, ils voient ce que vous avez fait. Au-delà du reporting narratif, tout au long de la saison, ils vous suivent. Et donc, il y a des pays qui sont en haut qui jouent. Il y en a qui descendent. Donc, il y a des brèches pour que d'autres montent. Donc, une fois que vous avez pu prouver que cette année, vous avez fait un championnat à 7 au rugby à 15 et au rugby à 7 féminin, vous avez fait un championnat à 15 féminin, même ne serait-ce qu'avec 4 équipes, ils savent que vous êtes en train de bouger les lignes. Donc, en fonction de ça, vous allez voir que un jour, vous irez jouer à tel niveau. Parce qu'au début, on disait, bon, quels sont les pays qui peuvent présenter une équipe de filles? Et les gens disent, bon, nous on peut. Et il y a des fédérations qui sont arrivées sans avoir préalablement du rugby féminin à former une équipe de filles, sont allées. Mais après, il y a eu une faussée parce qu'il n'y a pas une filière. Exactement. Donc aujourd'hui, ils travaillent par rapport aux filières. Donc en fonction de tout ce que vous faites sur les années, vous allez pouvoir participer à un certain nombre de compétitions. Ce n'est pas des tournois ponctuels. Donc je pense que le Togo, si le travail continue et que le club aussi, parce que c'est le club qui recrute, les clubs aussi recrutent. Et qui mettent en place cette politique. Voilà, de rugby. Parce que je pense que la fédération doit promouvoir promouvoir en exigeant au club. Exactement. Si vous avez une section masculine à 7 à 15, mettez-nous peut-être dans 1 à 2 ans des sections à 7 des filles. Telle catégorie de jeunes, pareil, mettez-nous ça. Et donc, au fur et à mesure, la fédération propose des activités, donc des compétitions pour ces filles-là, parce que sans les compétitions, les athlètes vont partir. Ah oui, ça devient très compliqué. Et ça a toujours été notre difficulté quand il n'y a pas les moyens de proposer des tremplins d'épanouissement aux athlètes. Mais il y a toujours des idées. Il y a les idées. Ils iront ailleurs parce qu'un plaisir vaut un autre. Même si c'est pour faire un P, tant qu'on se retrouve pour faire un P, les gens vont faire un P parce que c'est une activité et ils n'ont pas fait le foot ou le rugby. Donc c'est vraiment aux fédérations de proposer des activités et aussi, une fois qu'il y a les activités, les clubs savent que les athlètes qu'on entretient, ils vont aller compétir. Et petit à petit, ça va grandir. Le challenge, il est grand, il est immense, mais pas impossible. Oui, il faut le reconnaître comme ça. Les process existent. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Pas du tout. Les gens ont fait des choses et on sait comment ils ont fait. Donc, on peut s'inspirer. Il y a ce qu'on appelle une volonté, donc volonté politique et aussi l'accompagnement de l'État. On ne va pas finir de le dire. Ça, c'est important. Et développer le sport doit être une priorité pour l'État. Et c'est si l'État a cette priorité que le sport peut se développer dans chaque pays.
On a vu la dernière fois cette forte volonté, par exemple, de la Côte d'Ivoire pour organiser une telle CAN. On a vu combien de milliards ont été investis, bien sûr, dans les infrastructures et aujourd'hui, qui toujours permettent, en tout cas, à organiser ici et là des compétitions de la Rugby Africa Cup, par exemple, tout à fait. À bénéficier des infrastructures de cette CAN-là, par exemple. Parce qu'avant le tournoi, le président de Rugby Afrique, je me permets de le dire parce que j'étais dans la délégation, s'est rendu en Côte d'Ivoire, a rencontré les autorités, le CNO, le ministre des Sports, le ministre des Sports, et a plaidé pour que l'État ivoirien puisse accompagner le rugby à travers la mise à disposition des infrastructures et un accompagnement financier. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Donc on a vu là où on a joué. C'est-à-dire que le terrain où on a joué, il y avait le terrain principal, il y avait le terrain annexe pour le séchauffement. Il ne faut pas aller voir la pelouse. C'est-à-dire que si tu es joueur, tu ne peux que... donner le meilleur de toi-même. Ça ne peut que te stimuler. Parce que tu sais que quand je cours, quand on me fait une passe, je focus la réception plutôt que la réception de la balle et la réception de mon pied dans la pelouse. Parce que c'est une très bonne pelouse. Avec des vestiaires. Franchement, c'est ce que, en tant que rugbyman ou entraîneur, je voudrais pour mes joueurs, que les joueurs puissent épanouir des installations où ils se sentent en sécurité. Voilà, en tout cas, on a fait le tour de la question et on a été beaucoup plus édifiés sur la thématique de la Rugby Africa Cup féminine et nous croisons les doigts que oui, au niveau de la FTR, la Fédération Togolaise de Rugby, qu'on puisse également avoir les lignes qui bougent pour le bien, surtout des dames qui aiment justement cette discipline. On en a assez, hein, des jeunes filles qui aiment le rugby au Togo, il y en a tellement assez. Et surtout avec votre association, Terre en Mêlée, Togo, Orokumoni Marawi, on ne cessera de vous dire merci pour la disponibilité. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'accorder aussi de l'espace pour le rugby. C'est notre discipline. Ça nous fait plaisir de voir que les journalistes s'intéressent à la balle ovale parce qu'ils ont compris que la balle ovale fait partie de ces sports-là qui permettent le développement et aussi l'épanouissement de la jeunesse. Et surtout qu'à votre niveau, vous associez la balle ovale à l'éducation, à la formation. Très important. Un athlète bien éduqué, comme vous le dites, c'est un très bon citoyen pour demain. Tout à fait. Merci beaucoup, Marawia Orokumoni. On vous retrouvera très bientôt pour d'autres thématiques. Nous, on va continuer notre émission, histoire, bien sûr, d'avoir le jingle Actu National toujours, pour parler désormais du ballon rond dans quelques instants. On vous retrouve. Nous évoquons désormais l'actualité du football avec bien sûr la D2 qui était en attraction déjà la semaine dernière et surtout également en début de week-end. Mais avant, Delaïti nous a rejoint, le capitaine qui prend sa place juste à côté. Bonjour Dela, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour Gélo, je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent chaque lundi et chaque samedi. Ça roule? Ça va, en pleine forme, heureux de retrouver Thierry. Sauf que, il a le brassard. Il l'a gardé ou il l'a passé? J'ai remis mon brassard. Il m'a remis le brassard. Il nous a remis le brassard. Et justement, on démarre tout ça avec la très très bonne humeur pour parler de la J9, des résultats bien sûr de la D2 nationale de football, avec les matchs de la poule A qui se sont déroulés bien sûr. Résultats, rapidement, on pourra regarder le graphique avec Fernand avant de revenir sur les analyses et décryptages pour voir que Arabia et Maranatha se sont séparés sur un score nul de partout. On a également Dito qui s'est offert le scalp dans FC de Montien 1-0 pour Agaza devant la JCA. Pas de but entre Asfosa et Ifodje d'Atapama. On rappelle que déjà vendredi, Semassi a battu au Fouadan 2-0. Les autres résultats, vous l'aviez eu avec nous samedi dernier. Alors, on revient en plateau pour faire le décryptage justement de cette 9e levée de la D2 nationale. Mon cher Delaïti, on a vu que Dito et Agaza ont tout fait pour gagner à la maison. On pourra dire que la loi de domicile a marché justement pour les deux formations. Oui, il fallait cette victoire pour ces deux formations, surtout que Dito a perdu une finale de la Coupe de l'Indépendance. Il fallait sur une relance côté Dito et elles ont fait de la plus belle manière en battant
Angers FC de Nottingham par 1-0. Pachumbi Liabé ne peut que féliciter ses poulains. On a vu des souris aux lèvres pour ces dirigeants aussi de Djito qui ont aimé la prestation de leur poulain. Et quand on revient à Gbossimé, c'est une équipe d'Agaza qui a tout simplement tenu la trajet au devant la JCA, même si la JCA a poussé, Agaza avait eu le salut dès la 7e minute par Dodivi Djokotoué qui a tout simplement battu le portier de JCA. Au grand dame du tandem Aïe Richard et Amavi Agbobli Ataï qui ont su garder les filets inviolés jusqu'à la fin du temps réglementaire. Donc à Gaza, le sourire est revenu. La rédemption est venue, cap sur la prochaine journée. On pourra peut-être dire que oui, on a dû changer l'ancienne équipe et ceux qui viennent, baptême de feu pour eux, ils sont en train de gagner. Bon, on va juste évoquer le fait que c'est quoi, une piqûre de rappel, c'est une thérapie de choc, on change un staff, un autre qui vient commence à gagner, c'est bon. Les dirigeants n'attendent que la victoire, le bon résultat. S'il y a un changement de staff, tant mieux pour cette première victoire parce qu'à Gaza, on a tellement besoin. Ils étaient au fond du classement où on se pose la question de savoir s'ils vont pas se retrouver en 3e division. Ils ne sont pas encore là. Vivement que ce nouveau staff puisse travailler parce qu'on n'a pas vu une équipe de Gaza véritablement se préparer pour pouvoir retrouver la montée. La faute à ces dirigeants-là qui n'en fichent pas trop leurs ambitions d'accéder à la D1 Lonato pour une première depuis quelques années en D2. Tout compte fait, à Gaza, je ne vois pas cette équipe en D1 la saison prochaine. Pourquoi pas le maintien? Ce sera le maintien, donc vivement, parce que Gbossimé est toujours très très muet, très silencieux, où on attend vivement le rebondissement. En fait, le problème d'Agaza, c'est un problème de discipline. Il faut quelqu'un qui doit discipliner. Ils ont les bons joueurs. Oui, ils ont des bons joueurs. Agaza joue, mais le bémol est qu'ils n'arrivent pas à marquer des buts. Et puis, il faut une discipline. Qui va instaurer ça? Oui, c'est le staff qui doit instaurer une discipline. Et puis, quand vous voyez depuis le départ de Yenke et l'arrivée du tandem, il y a une discipline qui s'est installée. Tu viens en retard à l'entraînement, vous êtes sanctionné. Or, par le passé, il y a dû laisser aller. L'entraîneur ne dit pas son mot ne pèse pas devant. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Le véritable problème, c'est la faute aux dirigeants. Quand vous avez une telle équipe qui a marqué l'histoire du football togolais, il faut un entraîneur digne de ce nom, à l'image du club. Mais on fait avec, comme quoi, vous êtes coach, venez, faites-nous quelque chose. Non, aujourd'hui, les coachs qui viennent à Gaza ne sont pas à l'image du club. Ils sont pas, vous ne sentez pas de la rigueur. Je ne sens pas trop ça. De l'ADN d'Agaza et tout. Pour ne pas trop exagérer, on n'a pas les dirigeants aussi dignes de ce nom à l'image du club. Excusez-moi de le dire. Il faut avoir quand même le courage de le dire. Ces dirigeants n'affichent pas l'ambition qu'avait à Gaza dans le temps. Si vraiment ces dirigeants affichent l'ambition, ils doivent aller chercher des joueurs. Ils doivent aller chercher un entraîneur qui est confirmé. Aujourd'hui, on n'a pas un entraîneur confirmé qui peut dire aujourd'hui que voilà, je suis là pour faire monter à Gaza. Je suis vraiment désolé de le dire, mais cette équipe s'enfonce au jour au fil des années. Et ça, c'est dommage. C'est une réalité parce que en début de saison, si vous voyez le statut de l'équipe d'Agaza et puis ces dirigeants, je me pose la question, est-ce que les dirigeants veulent que l'équipe monte en première division? Je m'interroge. Et puis quand on donne une prime de motivation, 50 000 à des joueurs, vous entendez à quel résultat? Non, on ne fait pas un club comme ça. Il faut surpasser, avoir des motivations, motiver les joueurs, pas 50 000 avec des sommes colossales pour aider les joueurs à donner plus de... C'est important. Voilà, nous continuons de décrypter cette fois-ci. On va parler d'Arabia FC et de Maranatha de Firpo, les deux équipes qui font match nul. Ouais, match nul pour... Maranatha qui n'est plus comme lors de la phase aller, pas du tout. Match après match. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Sont-ils déjà essoufflés? Non, essoufflés, non, parce qu'ils étaient préparés pour. On a eu une première partie réussie. Oui. Maintenant, c'est juste des contre-performances, des difficultés sur la voie où il faut tout de suite se redire. Bien sûr, donc peut-être qu'il y a un petit retardement par rapport... il faut régler ça. Oui, il faut régler ça. Pas dans le terme, mais tout de suite dans la réaction. Exact. Si on veut vraiment
accéder à la D1, il faut se dire et taper la main sur la table pour dire comme quoi il est temps de se relever. Très important. Vous voulez placer monsieur c'est aussi le réveil des concurrents de Maranatha aussi. C'est la phase aller, on sait dans les conditions dans lesquelles les équipes se sont préparées pour affronter cette phase aller. Maintenant, lors de la trêve, ils se sont bien préparés pour ne serait-ce aller dans le top 3 pour jouer les playoffs. Aujourd'hui, Maranatha rencontre dans son chemin des adversaires coriaces, Arabia qui se prépare mieux, Agicia qui se prépare mieux. Asfosa qui est parti à Wame battre Maranatha, c'est de la bonne guerre. Juste pour dire que les équipes ils ont fait la révision de leurs objectifs, histoire d'aller dans le top 3 pour jouer les playoffs. Pour vous, qui semble être mieux placé? C'est difficile aujourd'hui d'identifier les trois premiers clubs qui vont jouer les playoffs, parce que tantôt aujourd'hui, les équipes gagnent, demain ils perdent. Exactement, dans deux si. C'est difficile aujourd'hui. Le classement aussi est serré. On va suivre de près jusqu'à la dernière journée pour voir qui d'entre ces équipes-là vont jouer les playoffs. Vous voulez vous mouiller sur cette question? Oui, bon, pour les trois qui vont peut-être jouer, on peut se dire que déjà, on a une équipe très déterminée. C'est les Robots Rouges, le Dynamite Togolais, Dito, qui, pour moi, affiche une belle ambition, c'est de tout de suite retrouver la D1. La D1. Donc, quand vous voyez cette équipe jouer, on sent que voilà, les joueurs, d'abord, y compris les dirigeants, sont très motivés, déterminés pour accéder à cela. Donc, s'ils arrivent à garder le cap, on joue toutes les journées comme une finale. Absolument. Et les points sont vitaux. Les points sont très importants, où il ne faut pas des erreurs tout de suite, parce que tomber sur relever, c'est parfois difficile. Très compliqué des fois, parce que on peut tomber en espérant se relever, mais derrière c'est tellement délicat et laborieux. Asfosa et Fodja également qui font match nul. Asfosa, on peut peut-être dire, à Blogamé, vous avez des regrets. Vous avez des regrets des regrets, parce qu'on a vu une équipe la saison dernière qui a touché un tout petit peu du doigt. Non, d'Asfosa, d'accord. Du doigt les playoffs. Malheureusement, cette saison, ils ont laissé Agbetrobou qui était aux affaires. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut des coachs à l'image des clubs. Vous pensez que Agbetrobou et Amenito à côté, c'est pas forcément la même chose? Comparativement, il y a quand même un petit écart. D'accord. On va pas rentrer dans les détails. Non, pas du tout. Donc, Amenito est un très bon entraîneur également qui a fait ses preuves. Oui. Est-ce que lui aussi affiche cette ambition de faire monter Asfosa par rapport au cahier de charge? Ça reste l'interrogation, mais c'est des équipes qui sont en difficulté, où Amenito a eu quand même l'honneur de diriger des clubs. Il a l'expérience pour. Donc, vivement que cette équipe retrouve tout de suite les victoires, parce que là, ils sont en train de perdre tout de suite des points où aujourd'hui, dans la tête, c'est jouer le maintien tout simplement. En tout cas, on verra tout ça. Et on rappelle que déjà, bien sûr, samedi, on reviendra sur le calendrier de la J10, puisqu'elle est déjà programmée, mais on aura tout le temps de revenir là-dessus pour vous proposer, bien sûr, les différents duels au menu. Sans transition, messieurs, on va continuer de parler foot. Cette fois-ci, on va aller voir les aînés, ceux de la première division, avec cette 19e journée qui a proposé un intéressant duel entre Tambo et la SOTR. Et à l'arrivée, c'est un ASOTR renversant, Dela, qui va faire la loi chez l'AS Tambo en gagnant 2-1. Oui, surtout que Tambo reste sur deux victoires exactement. On pensait que face à la COTR, ils vont encore sortir Vous l'avez dit que Tambo allait gagner face à la SOTR. Je pensais que Tambo allait faire le minimum face à la COTR, mais c'est la COTR qui avait ouvert le score déjà par Francisco Tanko. Mais Tambo est revenu pour égaliser avec Malik Amino, l'ancien joueur des Anges FC de Nottingham, avant que dans les dernières secondes, dernière seconde du temps additionnel, la COTR a pris le dessus par un certain Ramano Mohamed à la 95e minute, au plus grand bonheur des auteurs qui revient à Lomé avec les 3 points et qui consolide leur première place. Du caractère, de l'envie, qu'est-ce que vous retenez? Non, on retient juste une équipe qui est libérée, très relaxe, qui n'a pas de pression, parce qu'on ne s'attendait pas trop à ce rebondissement. J'aime bien le mot, rebondissement. Oui, c'est un rebondissement, parce que la SOTR de Cône estimait que voilà, c'est une équipe qui s'est mal préparée, qui a laissé partir son entraîneur, ou un nouvel entraîneur qui va prendre du temps pour mettre une équipe en place. Et voilà, avec l'ossature qui est très jeune, où il n'y a pas trop des joueurs âgés, ça fait que voilà, il y a
une libération, une ossature qui se dit dans la tête que voilà, prendront juste du plaisir. Et quand vous avez une équipe qui prend du plaisir, c'est difficile à gagner, donc à battre. Donc la SOTR, c'est la surprise. Pour moi, c'est une bonne chose parce que ça bouscule un peu la hiérarchie. Oui, totalement. Où on se dit, voilà, oui, ça peut gagner pour la SOTR. Pourquoi pas? Ils ont les moyens. S'ils gagnent le championnat, ils ont les moyens pour aller jouer les Coupes. Et surtout, s'ils arrivent à être champions, il faut aller sur le continent, s'il vous plaît. Et puis aussi, c'est une bonne note pour la COTR parce que lors de la rencontre face à Gomido, on a écouté Noureddine. Ils ont fait 0-0. Oui, 0-0. Noureddine Amedoui ici, il a dit qu'ils avaient des pléthores d'occasions, mais ils ont vendangé. Ils voulaient creuser l'écart sur cette rencontre-là. Mais bon, c'est le regret au finish. Oui. Aujourd'hui, une victoire pour se relancer, c'est d'une bonne augure pour la COTR qui affiche déjà des ambitions pour le titre. Pour le titre, on parle toujours de notre équipe, c'est Espoir qui était à la maison devant la SCK. Donc, pensez que oui, le club d'Isio allait faire 2 sur 2 après avoir battu la SCK à Ouelou. Mais on pourra dire que la tendance s'est renversée. C'est la SCK qui gagne 2-1 à Tchévier. Oui, c'est une rencontre épique que je l'avais dit l'autre fois. Oui. Et il fallait voir les gradins, les tribunes, c'est bondé. Les 3 buts ont été marqués sur pénalty, c'est ça? Oui, sur pénalty. C'est Akoro Bilal Incroyable. Akoro Bilal avait marqué à la 52e minute parce que l'attaquant de l'ACK a filé tout droit au but. Il a feinté le gardien l'a accroché. Donc, c'est un pénalty. L'arbitre l'a accordé à Mesdames Vicencia. Après, il y a une faute sur un joueur, Junior Sena, d'Espoir C2, Asuka Komivi, s'est présenté. Toujours dans la surface? Oui, dans la surface à la 87e minute. Oui, alors après le but égalisateur d'Espoir C2, c'est Espoir qui a repris le poil de la bête. Il a tout simplement obligé les chauffeurs à se recroqueviller dans leur camp. Il faut saluer le portier d'ACK et Soavana qui a tout simplement annihilé les offensives, les occasions d'Espoir C2. Junior Sena avait placé un coup de tête. Il est parti chercher dans les cœurs. Comme un chat. Oui, comme un chat. Il faut l'applaudir parce que c'est un gardien à devenir la saison passée. Le nom c'est Esso Havana, oui. Il avait joué à Arsenal FC. Aujourd'hui, il est venu dans l'équipe première de l'ASK. Et puis, alors on s'achevinait à la fin de la rencontre. Temps additionnel déjà combien de minutes? Temps additionnel 92e minute. 92e minute. 90 plus 2. Oui, 92e minute. L'attaquant des chauffeurs était crocheté. Oh là là! Encore! Selon Mesdames de la surface de réparation, un penalty pour la SK, ce qui a causé de moult réactions au stade. Le technicien d'Espoir C2, Théophile Bola, qui a intimé l'ordre à ses joueurs de quitter l'aire de jeu. Les joueurs, avant le coup de sifflet final? Oui, avant le coup de sifflet, sur l'action du pénalty. Oui, de pénalty. Oui, là. Les joueurs se sont dirigés vers le premier assistant, Sitopé Agbedanou, pour lui demander des explications. Selon les joueurs d'Espoir C2, Sitopé devait soulever son fanière pour signaler une position irrégulière de l'attaquant d'ASK. Mais dans ce ménage Théophile a demandé à ses joueurs, messieurs, il faut quitter l'aire de jeu. Il a fallu des interventions pour que les joueurs se calment et reprennent le cours de jeu. Le penalty a été joué, 2-1 pour l'ASK. Le moral dans tout cela, il va falloir que Théophile Bola, parce que ça fait la deuxième fois qu'il fait ces sorties-là. La première fois, c'est face à Unisport de Lomé, quand il a dit que Unisport de Socoré, quand il a dit que la fédération a taillé le programme pour que ACK et ASCO prennent le devant. Ça, c'est en amont. Et l'autre fois, cette déclaration aussi, il faut être quelqu'un pour accepter ces interviews à la fin des rencontres. Théophile doit respecter l'hiérarchie. Théophile doit respecter le pays dans lequel il travaille. Aujourd'hui, il est franco-congolais. On est d'accord, mais jamais un Togolais ne peut aller à un NDC pour manquer de respect à des dirigeants du football congolais. Donc aujourd'hui, il va falloir que Théophile Bola canalise ses sorties pour que demain, il n'y en aura pas des dérapages et autres descensions.
En tout cas, c'est un match qui, on sent, qui a été tendu jusqu'à la fin. Mais la SCK qui s'impose de buts à 1. On pourra dire la poire divisée en deux. Au match aller, c'est Espoir qui a gagné. Ouais, Match retour, c'est la SCK. Bon, vivement qu'on éteigne les polémiques et qu'on aille vers l'avant justement du côté justement de l'équipe d'Espoir FC du Zion. Unisport et Gboluesu qui gagnent à l'extérieur. Ce sont de bons points pris par les deux équipes. Bien évidemment, où Gboluesu jouait également le premier rôle au niveau du classement, malheureusement. Oui. Avec la bande à nos soutiens Maurice, ils sont regressés un tout petit peu, rebondir avec une victoire. Ça vient... Chez Doumbé, 1-0. Mais il faut aussi le faire. C'est-à-dire que c'est un match difficile. Oui, c'est un match difficile. Ils ont gagné 1-0. Doumbé n'est pas encore tout à fait relégué en tant que tel. C'est une équipe aujourd'hui qui, dans la tête, se dit voilà, on est relégué, mais il va falloir qu'on joue pour pouvoir sortir avec plus d'honneur. Donc, c'est des équipes difficilement à battre. Si aujourd'hui, il y a eu une victoire du côté de Gboluesu et Unisport, c'est dire tout simplement que c'est la relance où c'est de formation. On ne peut pas tout de suite dire que voilà, c'était l'équipe qui sera sacrée champion. Oui. Et ça, c'est une bonne chose pour un championnat qui nous met toujours dans ce suspense-là. Oui, donc, pour les requins mâles, une victoire, ça soulage d'abord nous soutient, parce que la pression du côté d'Anéron, je ne vous dis pas. C'est invivable. C'est invivable où aujourd'hui, il peut tout pouvoir respirer, se dire que voilà, ce n'est pas encore fait le travail. Il reste encore à peaufiner. Donc, pour moi, c'est des victoires qui relancent ces équipes-là. Ils disent que ce n'est pas encore terminé la course. Surtout Unisport qui vient s'imposer à Lomé devant l'Étoile filante, 2-1. Là aussi, c'est un match très serré. Et à l'arrivée, c'est Unisport qui arrive à prendre les 3 points avant de repartir à Sokodé. Et Étoile filante qui avait ouvert le score. Exactement. De Antonio Savant qui a ouvert le score avant que les académiciens ne mettent le pied sur l'accélérateur pour revenir au score par Ouro Akbo. Et Ouro Bori est revenu à la 86e minute pour marquer. Presque en fin de match. Oui. Unisport, en tout cas, une équipe qui veut déjouer tous les pronostics dans cette compétition. On va rester avec vous, Dela, pour parler d'Asco et de Gomido à la maison. Ils étaient tous à la maison, les deux, mais les deux équipes n'ont pas gagné. Oui, surtout Asco de Kara qui a besoin d'une victoire pour aller déguerpir. Est-ce que c'est pas trop fort? Ah bon. Ils ont envie d'être Ils ont envie d'être mais il faut le mériter. Il faut le mériter. Parce que hier, après 30 minutes, 30 minutes, quand la Sautière était à 0 but partout, Espoir s'est déjà aussi à 0 but partout. Et quand Asco menait au score, d'emblée, c'est Asco qui était le premier au classement. Mais après, toutes les choses ont changé. Il faut dire que c'est Tchakei Moucheri qui avait ouvert le score. Ensuite, penalty pour Asco de Kara. Mais Kola Thierry est revenu à la 55e minute pour remettre les pendules à l'heure. Mais il faut dire qu'après l'égalisation d'Entendeux, c'est l'Entendeux qui a joué tout simplement le reste de la partie. Exact. Il a obligé Asco de Kara à se caler dans leur base. Parce qu'il faut éviter la défaite. Il faut éviter aussi la défaite, surtout à domicile. Et la dernière occasion, c'est pour l'Entendeux. Oui, il a marqué tout simplement de justesse. Sinon, on devrait constater le but victorieux en temps de Lomé. Mais c'est un bon point pour l'Entendeux après avoir gagné, tombé ici à domicile. 4 points sur 6 possibles. C'est bon pour Cédric, il doit souffler un peu. Maintenant, si on prend 2-2 Gomido devant le CDF Akno. Oui, c'est le CDF Akno qui a fait le jeu, qui a maîtrisé Gomido à domicile. C'est Koko Akpovi qui avait ouvert le score pour le CDF Akno. Mais l'égalisation est venue par un joueur du CDF Akno encore, avant que le CDF ne prenne encore le dessus. Mais au finish, Gomido est revenu pour marquer le but égalisateur. C'est mieux qu'une défaite. C'est mieux pour. Parce que la CK avait déjà infligé une défaite à Gomido à domicile. J'imaginais les supporters de Palibé. Vous les connaissez bien. Ils ne vont pas du tout être amis avec Jean-Paul et son groupe. C'est une équipe des Showboys qui, à la maison, ça ne marche pas trop. On a l'impression que à domicile, c'est pas une équipe qu'on retrouve. On a l'impression qu'ils sont prisonniers. Prisonniers, quelque part, oui. Enfermés, parce que c'est de la pression qui vient des supporters, où on ne saura quand même définir comment s'en sortir. Mais à l'extérieur, on sent une équipe libérée, qui joue, qui gagne. Aux dirigeants de trouver tout simplement la solution. Absolument. Parce que quand on a la pression derrière aussi,
c'est amener les dirigeants à travailler, à boucher tout simplement les cornes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, pour CDF ACNO, c'est une équipe qu'on a retrouvée beaucoup plus joueuse, mais au fil des journées, on sent que voilà, il manque cette expérience-là. Venir au score, se faire ranger, joindre et partager un point. C'est pas encore du soulagement parce que c'est la relégation qui est toujours derrière, qui les poursuit. Donc, il faut tout se dire dans la tête que voilà, la D2 est carrément différente par rapport à la D1 et il faut des joueurs. Cette équipe manque d'un attaquant, d'un tueur et surtout une expérience dans la gestion, ce qui n'est pas de très important. Très important. Il y a des journées où ils peuvent se rattraper pour gagner. Quelle interprétation vous faites de la victoire de Barracuda 1-0 devant la Esbina? Oui, c'est juste par rapport à une détermination d'abord de l'équipe qui a envie de gagner pour sortir de cette zone de relégation parce que c'est pas digne de cette équipe d'AC Barracuda. Ça doit être difficile à chaque journée d'aller sur le terrain. À chaque journée, c'est de gagner pour sortir de cette zone rouge-là. Bon, c'est quelque part une motivation supplémentaire pour ces joueurs. La faute à un gardien de l'AS Bina qui a fait une mauvaise relance. Et quel but de Monglo. Oh là là, avec plus d'intelligence, sans contrôle. C'est la tête, hein. C'est dans la tête. Ça, c'est dans la tête. Il faut être intelligent pour le faire. Comme quelqu'un le disait, c'est dans le tibia. Ah ouais, on l'a pas convoqué pour rien. Il est en train de le confirmer et vivement que Wadia puisse aligner des victoires pour essayer de sortir dans la zone rouge. Une équipe de l'AS Bina qui a eu quand même des joueurs qui sont venus pour révéler un peu cet effectif-là. Ce n'est que des contre-performances où il faut toujours continuer à travailler et voilà, on va y arriver. Et attention, contre-performance, parce que quand ça s'aligne, quand ça s'enchaîne, vous risquez de sentir le feu de la relégation. Allez-y rapidement. Ce qui est bien, si vous voyez, ils ont eu un penalty aussi. Barracuda est en train de nous envoyer un message. L'autre fois, ils ont gagné face au CDF, non? Oui. 1-0. Et la journée suivante, ils ont gagné 1-0 face à la Sibina. Ça fait 6 points pris sur les 6. Ce qui veut dire que... C'est l'oxygène. Oui, c'est oxygéné, l'équipe est oxygénée et tenez-vous bien, la prochaine journée, Barracuda pourrait aussi gagner encore et ça va leur permettre de quitter définitivement la zone rouge. Et puis, ces 2 victoires pourraient laisser une place au CDF ACNO qui va prendre la 13e place accompagné de Doumbé au niveau du bas du classement. Attention, l'étoile filante aussi est en danger. Est en grand danger. Oui, mais si vous prenez la confrontation ou bien les jeux ou bien le reste du programme de l'étoile filante et du CDF ACNO, c'est avantageux côté étoile filante et Barracuda. Par contre, Barracuda ACNO doit encore rencontrer des gros morceaux pour quitter cette zone de turbulence là. Donc aujourd'hui, moi je félicite les dirigeants de Barracuda et les joueurs. C'est une leçon de résilience. N'est-ce pas? Oui, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose. You can. We can. Et oh là là, la langue de Shakespeare. L'inspiration. De journée en journée, ils sont en train de nous montrer quelque chose, de la résilience. Mais si on peut aller, vous avez vu Isaac Monglo, le but là, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il faut du mental pour marquer ces buts-là. Et face à quelle équipe? L'AS Bina qui est coriace en défense avec le portier Ouro Gafosani qui essaie de sauver les meubles à chaque journée. Et Barracuda en est passé par là pour partir avec les 3 points. Coup de chapeau à ces joueurs de Barracuda et aux dirigeants. Et Ephraim Wadia l'entend. Pas des journées. Il était au bord du gouffre. Oui, c'était très compliqué pour lui. C'est seulement les larmes qui ne sont pas coulées. C'est un grand garçon. C'est un grand garçon quand même. Donc, coup de chapeau à cette équipe de Barracuda qui a su prendre 6 points sur 6. En tout cas, pour l'instant, l'équipe de Barracuda respire. On va regarder, pas regarder, mais on va vous donner le classement provisoire parce qu'on attend bien sûr celui de la Fédération togolaise de football. On a quand même en première position la SOTA qui est leader avec 33 points plus 4. Unisport qui suit à 32 points plus 11. La SCK est 3e avec 31 points plus 4. Espoir FC du Zion est classé 4e avec 30 points plus 11. On a également ASCO, 30 points plus 8 à la 5e position. 6e, Bolo Sous
30 points, moins 3. L'Entente occupe la 7e place avec 28 points, moins 1. La Esbina, 8e, 25 points, plus 1. On a Gomido de Palimé qui est 9e, 23 points, plus 4. 10e AS Tambo, 11e Barracuda. Les deux équipes, Tambo 23 points, 21 pour Barracuda. 12e Étoile Filante avec 21 points, moins 5. 13e position, CDF Aknou, 17 points, moins 11. Et puis le bon dernier, c'est Doumbé, 8 points, moins 29. Pour l'instant, c'est le classement provisoire. On voit que c'est tellement serré. Hein. De la première place jusqu'à la 6e place, il n'y a que 3 points qui séparent les équipes les unes des autres. Très intéressant parce qu'il n'y a pas trop d'écart causé d'abord au niveau de la première place jusqu'au top 5 et jusqu'au dernier de la classe. Donc cela nous dit et nous amène à suivre de près ces dernières journées. Absolument. Et se dire dans la tête que voilà, n'importe quelle équipe dans le top 5 peut être sacré champion. Ou au niveau de la relégation également, on n'est pas à l'abri. Pas du tout. Donc cela nous amène à rester dans le suspense pour se dire que voilà, c'est ce championnat de la saison 2024-2025. C'est pas comme les autres où on a vu qu'une seule équipe a se déroulé sur le tapis. Aujourd'hui, ils sont en difficulté, mais c'est aussi ça, le rebondissement, la réaction, le réveil au niveau des autres clubs. Vivement que les dirigeants puissent comprendre que voilà, on peut à tout moment, que ce soit telle équipe ou d'autres, gagner un championnat quand on a l'ambition et qu'on les accompagne avec les moyens. Voilà qui est dit, en tout cas en ce qui concerne cette 19e journée. On sera encore là cette fin de semaine pour évoquer la 20e avec un programme très alléchant. Della, merci beaucoup pour aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Oui, nous sommes des soldats. Oui, toujours au front. Toujours au front. Surtout un capitaine. Oui, avec un capitaine. Ça, c'est le grade. Le grade de capitaine. Et Kevin Tenguemine, merci. Merci également, Angelo. Merci à tout le monde. On se souhaite une très, très bonne santé durant toute la semaine. Merci à Fernand, à Sylvain, à Patrick, à tous ceux qui ont travaillé autour de ce nouveau numéro de Club Sport Santé. On se dit à très, très bientôt. Bye bye.